Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Ça va être un épisode faible. Pourquoi? Je le cale. Non, ça va être un épisode incroyable. On est filmé, on est dans un beau studio. Ouais, je sais pas. Pourtant, je considère que t'es bien habillé, puis que, tu sais, moi, ouais, c'est correct. Mais. Merci. Non, c'est un mauvais épisode. Juste le caler. Okay. Les gens vont arriver à la fin, ils vont faire comme « Ah, Joël avait tellement raison. » Puis là, c'est Ou- bon pour moi. Ou Joël avait tort, donc Joël est cool. Ouais, dans le fond, tu baisses les attentes. Absolument. Absolument. Ben, c'est une bonne. C'est un bon réflexe. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, toi. Ça va, ça va. Es-tu content de retrouver nos éditoristes? Oui, je suis content de revenir. Ça fait un bout, là. On a fait un épisode un peu spécial au début de l'été. Mhm. Là, on se réinstalle différemment. Pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas accès à la vidéo, mais en ce moment, on est en train de filmer. Chose qu'on ne fait pas d'habitude. Mais là, on avec est Comme un du peu monde. en train de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que ça veut pas dire que ça va marcher la première fois. Là. Au moment où on parle, on a l'air d'avoir une image, on a l'air d'avoir une caméra, mais Ça serait fou que tu n'aies pas pesé sur record. Puis je suis juste en train de parler dans le vide. non, j'ai appuyé sur le bouton. Mhm. Ouais. T'as Mais- appuyé sur le rouge? Il y a comme un bouton, là. Ouais. OK. Fait qu'on devrait avoir une image en théorie, là, mais sinon, écoute, au pire, on a le son. Oui, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que premier épisode officiel de la saison 3. Mhm. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Puis on a fait un espèce de... Pour ceux et celles qui l'ont pogné, on a fait un épisode hors série, hors saison au début de l'été, annonçant qu'on allait revenir. On avait été un peu absent pendant la dernière année pour toutes sortes de raisons. Puis là, on revient en force. Dans un nouveau studio. On est encore avec Choc. On salue choc.ca. Allô? Dans un nouveau studio qu'ils ont aménagé, qui est maintenant installé pour pouvoir avoir des caméras, de la bonne luminosité, des divans. On est bien, hein? On est très bien. Des causeuses, des bons bras aussi pour tenir les micros. Ouais. On les aime. Fait qu'étant donné qu'on est bien assis, on a décidé de rajouter 15 minutes à l'épisode. Ah ouais? C'est ça? Je sais pas, j'ai pas... Tu calcules le 15 minutes qu'on fait juste en ce moment dire n'importe quoi, Oh. puis 15 minutes de fluff, là. Pendant 15 minutes, on va dire à quel point on est bien assis. OK. Non, mais on fait des épisodes de 75 minutes. Ouais, OK. C'est pas ça qu'on faisait avant. on a toujours fait ça. Non. Oui. Ah, OK. Bon. À la fois, est-ce qu'on en fait moins? Ouais, là, on va être à un épisode par mois pendant les prochains mois. Ouais. Et, Bon. sans Annie. Ou Annie va peut-être venir nous visiter, mais on est à 2 pour la plupart. Ouais, aujourd'hui, on est 2. Hey, qu'est-ce que tu as fait de ton été, Joël? Ouais, mais moi, j'ai fait quelque chose de particulier dont je ne peux pas parler totalement parce que j'ai signé une entente de non-divulgation. Mais une bonne partie de ça se passait à bord d'un navire. Fait que je sais pas si j'en ai déjà parlé au micro, sûrement. Oui. Puis c'est ça. Fait que c'est mon bateau, le Draken Harald Åfagre. C'est ça qui est écrit sur ton chandail? C'est ça qui est écrit sur mon chandail, affectueusement appelé Draken par tout le monde qui interagit avec ce bateau-là. Le nom complet n'est jamais prononcé, normalement. Qui est comme un dracard... Drakkar moderne. Moderne? Ben, dans le sens, c'est une réplique d'un navire hypothétique du 11e siècle. Fait qu'il est fidèle à ce qu'on sait du 11e siècle le plus possible. Le plus possible. C'est parce qu'en réalité, on sait pas exactement comment Leif Erikson s'est rendu en Amérique du Nord, tu sais, à l'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve. On imagine que les navires devaient être plus gros que les dracars traditionnels. Fait que la personne qui a initié le projet a décidé qu'elle allait viser un peu plus gros. Et en étant un peu plus gros que toutes les épaves jamais retrouvées, juste un petit peu plus gros que toutes les épaves jamais retrouvées, tu peux pas prétendre que c'est historiquement... c'est pas accurate. Y a-t-il une raison pourquoi il est plus gros? Pour garantir qu'on allait pouvoir traverser l'Atlantique, tu sais. Parce que, mettons, en réalité, peut-être que les Vikings, quand ils ont fait la traversée, tu regardes la mouche, hein? Il y a une mouche qui vient de se poser sur mon Une mouche micro, qui est puis apparue. je pense qu'on l'a entendu. On est maintenant 3 dans ce podcast. Excuse. Désolé, Annie, on t'a remplacé par une mouche. Fait que, ouais, c'est ça, avec les Vikings, on sait pas si... On sait pas s'ils sont
de la façon qu'ils sont rendus à traverser toute l'Atlantique Nord, peut-être qu'ils sont partis à 100 bateaux, puis il y en a 2 qui sont arrivés, tu sais. Ouais. On voulait pas que ça arrive lors d'une reconstitution historique. Vous, quand vous partez, vous aimeriez ça vivre. Ouais, fait qu'il est plus large et plus long que tous les autres, que toutes les épaves retrouvées, même la plus grosse. Et à cause de ça, il y a certaines affaires qui demandaient, bon, la voilure est un peu plus grande, la vergue est plus lourde, qui est l'espèce de tronc d'arbre, dans le fond, qui retient la voile d'en haut. Ouais. Tu sais, dans le fond, les gens qui font de la navigation plus moderne, avec, mettons, un petit voilier de plaisance, vont pas avoir de vergue. Normalement, tu as une voile triangulaire avec une bombe qui est en bas, puis le mât, puis là, ça tient, et puis je peux profiter de la vidéo, mais ça tient comme ça, avec la voile qui est triangulaire. Dans la navigation à voile carrée, t'as un mât, puis la voile est tenue par un truc qui est au-dessus, puis elle descend comme un rideau. Ouais. On l'imagine bien. Hein, ouais. On l'imagine bien? Ben moi, quand même, je le vois dans ma tête. OK, cool. Comme dans Astérix et Obélix. Comme dans Astérix et Obélix. Ouais. Et donc, parce que tout est plus gros, tout est plus lourd, ça nécessitait, pour pouvoir hisser la voile, puis tirer sur la drisse, qui est un cordage qui monte jusqu'en haut du mât, puis qui tire sur la verbe, qui monte ce gros tronc d'arbre-là. Super lourd, c'est 1 tonne métrique. Fait qu'on peut pas le faire à bras, même quand tu te mets 10 marins. Fait qu'il fallait l'installer sur un guindeau, un espèce de treuil manuel en bois que tu pousses en pluguant des espars dans des trous. Ouais. Tu pousses. Puis là, on fait ça, un peu comme les films de pirates. Des fois, on voit un cabestan, là. Ouais. Où ce que les gens tournent autour d'un pivot. Ben, on a ça à bord. Le cabestan, on l'a pour l'ancre, puis le guindeau, on l'a pour la voile. Ça n'existait pas à l'époque des Vikings. C'est complètement pas... anachronique. C'est anachronique. Okay. Fait que ça a été inventé au Moyen-Âge, tu sais. OK. Fait que on est au 9e, 10e, 11e siècle, ça n'existe pas. Fait que à cause de ça, oui, c'est une réplique d'un navire viking, mais il y a des points anachroniques nécessaires parce que sinon, on n'arrivait pas, mettons, à hisser la voile. Quand même pertinent quand tu veux naviguer à voile. Ouais, je comprends. Fait que mais moi, j'ai embarqué là-dedans en 2013. Puis, je suis retourné sporadiquement. Des fois, il y a une expédition. On se dit « Ah, Joël, as-tu envie d'embarquer? » Puis, je suis un des rares marins récurrents. Fait que je suis comme sur la liste officielle du crew bénévole. T'sais. Puis, il y a aussi l'équipage principal, qui sont 5 personnes. C'est le capitaine, puis les 3 maîtres de corps. Gilligan, l'actrice. Ah oui. Et son épouse. Yes, okay. L'actrice et son épouse. Moi, je me rappelle plus de la toune exacte, mais me semble le docteur. que ça. Ouais. Okay. Capitaine, les 3 maîtres de corps, puis la cook, la cuisinière, sont des positions, des postes payants. Puis toutes les autres, on est bénévoles. Mais on est quand même comme une gang à être récurrent. Quand j'y retourne, je fais comme « Hey, toi, je t'ai pas vu, ça fait 4 ans. Toi, je t'ai pas vu, il y a 2 ans. » Puis genre, fait qu'on... C'est un peu mon camp de jour, là. Je retourne trouver mes amis à bord. Puis c'est quoi l'objectif du Draken? Est-ce que c'est genre... est-ce qu'il est gardé à flot par des bénévoles? Dans quel but? Quand il a été construit, c'était... Premièrement, ça a été Sigurd Åse, qui est un multimillionnaire norvégien avec une bulle au cerveau. Il a décidé qu'il voulait recréer, faire une reconstitution historique. Fait qu'il a parti le projet, puis il a commencé à financer le projet. Puis il a toujours continué à financer le projet, mais rapidement, c'est plus devenu lui le chef des opérations. Anyway, c'est un quelqu'un qui est intéressé par la chose, mais c'est pas un professionnel, c'est pas un expert. Fait qu'il a engagé des experts pour construire le bateau, engagé des experts pour le manœuvrer aussi. Puis l'objectif, c'était de traverser l'Atlantique. Une fois que ça a été fait en 2016, le bateau est resté au Connecticut pendant un bout. Moi, j'ai retourné faire de la maintenance. Puis tu sais, il coûtait cher à juste garder à flot puis garder en état. Fait que lui, le bonhomme riche, il continuait à injecter de l'argent, mais un peu dans le vide. Puis l'an passé, il a décidé qu'il tirait à la plug. Il a dit, regarde, c'est juste de l'argent que je dépense. C'était le fun. Ça a duré 10 ans. On peut arrêter. Fait qu'il a rapatrié le navire par cargo. Il l'a shippé, tu sais, parce que de faire une autre traversée de l'Atlantique, surtout dans l'autre sens, si on connaît un peu les vents puis les courants, là, c'est pas full faisable et efficace de juste partir du Connecticut puis aller en Norvège. Il faut que tu descendes dans les Caraïbes puis que tu vas jusqu'au Maroc. Fait que c'est compliqué.
Puis le bateau serait pas fait pour une vraie traversée comme ça. On se rappelle qu'à l'Atlantique Nord, il y a des îles, fait que tu fais du hopping, là. OK, ouais. Fait que quand on a traversé en 2016, je dis on exclut la personne qui parle, là, j'étais même pas là, mais quand l'équipage a traversé en 2016, c'était comme historiquement c'était fait, c'est-à-dire de la Norvège aux îles Shetland, aux îles Faroé, à l'Islande, au Groenland, au Labrador, à Terre-Neuve. Fait que tu sais, Tu le fais pas d'une traite, là. traverser l'Atlantique d'une traite, c'est pas ce genre de bateau-là ne pourrait pas faire ça. Qu'est-ce qui a sauvé le navire, finalement? Ben c'est ça, c'est finalement, il l'a rapatrié par cargo pour être remisé, mais les gens qui sont dans l'opérationnel, qui sont Emmanuel et Luke, qui sont comme les cours d'eau un peu du projet, ils étaient comme non, on veut sauver le bateau, fait qu'ils ont travaillé à essayer de trouver un nouveau projet pour le bateau, une nouvelle raison d'être qui pourrait s'autofinancer ou se faire financer d'une façon ou d'une autre. Fait que là, c'est un peu là que mon entente de non-divulgation rentre en ligne de compte. Mais dans le fond, ça a été engagé par un studio, puis c'est un studio de cinéma. OK. Et donc, c'est devenu un projet d'utiliser le bateau comme un plateau de tournage dans le cadre d'un film. Fait que là, ils ont fait... pas le live action, mais un genre de reboot de Gilligan? Oui, un reboot de... Ben, en fait, oui. Non. Non, parce qu'il n'y a pas de bateau, dans le fond. C'est pas ça, c'est que... Non, je peux pas en parler. Fait qu'il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas son épouse. La jolie star. Elle n'a pas la jolie star. Puis c'est ça, fait que cet été, en fait, pour les 6 derniers mois, le bateau naviguait dans la Méditerranée puis dans la mer du Nord. Et puis, je suis allé le rejoindre. Il avait déjà fait une part du tournage avant. Moi, j'étais pas là pour le tournage. Tu sais, j'étais là pour le dernier mois de tournage, mais mon vrai but, c'était, à la fin, on était en Écosse. Il fallait ramener le bateau jusqu'en Norvège. Fait qu'il y avait une traversée de la mer du Nord à faire. Puis je voulais vraiment, vraiment aller faire ça. Tu sais combien de temps? C'est 4 jours, mais tu sais... C'est 4 jours. C'est 3 jours si tu pognes les meilleurs vents possibles. C'est 7 jours si tout va moyen. Ça nous a pris 4 jours. 3 nuits, tu sais. Puis c'était... c'est le fun parce que là, tu fais du 24 sur 24, 7 sur 7, à huis clos, avec juste tes coéquipiers. Il n'y a pas d'Internet. Il y a l'horizon, le grand bleu, dans 360 degrés. C'est quand même une situation, je trouve, qui est rare de nos jours, d'être autant comme... Autant déconnecté. Déconnecté, mais en même temps pas en solitude, parce que il y a une fratrie qui se crée. Il y a vraiment comme un feeling de faire partie d'un escadron avec une mission. Puis moi, c'est quelque chose qui me fascine, comme cette autre façon-là de vivre. On était comme loin de la société, puis on se crée notre propre micro-société. Puis par bonheur, ça n'a pas viré en Lord of the Flies. On s'est pas entretués. Malade, ça c'est une bonne nouvelle. À date, c'était des bonnes expériences parce qu'il n'y a jamais eu de cannibalisme, puis mais peut-être un jour. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Ouais. Ils nous ont dit qu'il y aurait peut-être de quoi l'année prochaine. Bon. Je pense que... Je l'ai pas dit aux autres marins, mais moi, j'ajouterais un petit cannibalisme là-dedans. Peut-être que je vais amener ça. Tu sais, chacun arrive avec ses trucs. Je vais peut-être amener ça comme petit projet. Là. Une petite touche d'horreur. Là. Ouais. C'est comme cette année, Ingwenog, il y a quelqu'un qui s'appelle Ingwenog. Ingwenog, il est arrivé avec comme une série de jeux, comme des Olympiades qu'on pouvait faire. Puis sur le pont? Sur le pont, mais surtout quand on arrive à quai, parce que dans le fond, sur le pont, même quand t'as off puis que c'est pas toi qui as un corps de travail, l'espace est limité pour jouer à tag, là, tu sais. Ah ouais, OK. Puis... ce genre d'Olympiade-là. Tu joues à la cachette. C'est parce que, tu sais, il n'y a pas de cale, fait que jouer à la cachette, c'est tough, là. Ouais, je comprends. Oui, je dis Olympiade. Je te vois, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé, t'es debout sur le pont en plein soleil. Fait que c'est ça, mais quand on arrive sur le plancher des vaches, Ingwenog avec plein de jeux pour nous, puis ça. Fait que lui, il avait amené ça cette année. Puis là, je sais comment je peux le hopper l'an prochain? Cannibalisme. Yes. Ouais. Mais dis-le, tu sais, les auditeurs de Comme du Monde, s'il vous plaît, dites-le pas à Ingwenog. Ouais. Ça va gâcher le punch. Ça va gâcher le punch. Cool, OK. Nice. Ouais. Ben, t'as l'air d'avoir passé un super bel été. À noter que Ingwenog, on l'appelait tout le temps Ingwe, puis moi, je peux pas, en tant que fan du Seigneur des Anneaux puis de Tolkien,
Ingwe, c'est le nom d'un elfe important dans Silmarillion. C'est tout le temps super bizarre de l'appeler de même. Tu trouvais qu'elle méritait pas, genre? Ou... Il mérite. Ah, OK. Mais en fait, non, c'est parce que tu vois, Ingwe, c'est un Vanya, puis Ingwenog fait vraiment plus télaire. Il fait partie du peuple des Téléris. S'il était pour être un elfe, il serait pas un Vanya. Pourquoi? Parce que les Vanyars sont genre les hauts elfes de Valinor qui se tiennent avec les dieux, super comme hautains, fancy. Ok. Tu sais, vaporeux, éthérés, au-dessus de tout ça. Tandis que les Téléris, c'est les marins, c'est les elfes qui ont les bateaux en forme de cygne. Puis, tu sais, le massacre d'Alqualon. Ils sont un peu moins pédants. Sont pas pédants. Tu sais, ils vivent avec les éléments. Tu sais, le côté elfique, vivent avec la forêt, mais eux, c'est vivre avec la mer. Okay, tandis que les Vanyars, c'est plus le côté elfique, rayon de lune. Ouais. Genre, regarder le ciel, puis, tu sais, languir devant les étoiles en disant un poème. Je comprends. Ouais. Ben, c'est le fun pour Ingwe, tu sais. Ouais. Qu'il soit pas comparé à... Tu veux dire pour Ingwenog? Oui, lui qui existe dans la vraie vie. La vraie personne avec une barbe pis tout. C'est ça. Ouais. Parce que les elfes, ils n'ont pas de barbe. Ils n'ont pas de barbe. C'est un autre point qui marche pas. Puis il est frisé. Il a une barbe. Tu sais, il y a plein d'affaires qui marchent pas dans cette comparaison. Il change son nom. Ouais, j'y ai demandé. OK. J'y ai dit... Il a dit quoi? Il a dit... je vais changer mon nom quand on se mangera entre nous. C'est lui qui t'a donné l'idée. Oui, j'ai dit, tu me passeras... C'est une chire, là. Je comprends. Aïe, man. Toi, qu'est-ce que t'as fait de ton été? En même temps, tu l'as dit au début de l'épisode, ça allait pas être bon. Oui, je l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai fait de mon été? Ben, je te dirais que la première moitié de mon été, je l'ai passé à gamer. Fait que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de rien faire. T'sais. Ouais. Parce que tu sortais de plein d'affaires, puis là, il fallait du rien. C'est ça. T'as gamé Death Stranding, hein? Ouais, c'est ça. On va en parler tout à l'heure, je pense. Ça concordait avec la sortie de Death Stranding 2. Fait que j'ai fait comment? Ben, je m'en vais chercher ça, puis je clenche ça. Je savais que je m'en allais en voyage au début du mois d'août. Fait que là, j'avais comme un ultimatum pour finir le jeu. Ouais. Ce genre d'été-là. Puis, il faut que je le finisse avant de partir en vacances. J'ai réussi. Fait que, puis en voyage, on est allé sur la plage. Oui? Oui. La plage du lac Huron. OK. Puis aller se ressourcer un peu. C'était cool? Ça fait du bien? Vraiment cool. Il a fait super beau. Je sais pas, il y avait comme un peu camping, dans le fond? Ouais, on a campé pas trop loin. En fait, on était à quelques minutes de la plage à partir de notre tente. Fait que après avoir découvert cette magnifique plage-là, on a décidé qu'on faisait ça de tout notre voyage de camping. T'sais, à chaque fois qu'on se levait le matin et qu'il faisait un peu beau, mais là, on allait à la plage. J'ai écrit des poèmes à la plage, là, genre un par jour. Là. Ah ouais? Ouais. OK, parce que l'inspiration te venait. Ouais, exact. Très cool. Ouais. Puis quand on est revenu, on se sentait reposé, on se sentait... Donc, ouais. Julien, tu m'as dit en préparation de l'émission que tu allais nous lire un poème. Quel poème tu t'as choisi? Je pourrais en plus vous en lire un, mais mon téléphone il est accroché là pour filmer l'épisode. Ah non! Peut-être le prochain. Prochain épisode, ouais, exact. On va prendre mon téléphone pour filmer. Tu vas pouvoir lire un poème. Ouais. OK, on fait ça. Peut-être pas. Mais ouais, puis un petit peu de D&D, un petit peu de board game au courant de l'été. Des nouvelles campagnes ou same old? Same old. Okay. Ouais, non, on continue notre grande campagne. Celui que j'avais livré une création l'autre fois là, pour mon genre de parasite mémétique. Là, qui était un elfe, mais qui n'était pas un elfe. Comme Ingwenog. Exact, ouais, c'est vrai. Ouais, même affaire. Nous autres, on boucle la boucle. Là. Ouais. Puis c'est ça, il y a eu des changements aussi dans mon band. On a mis fin à quelques collaborations. On a rentré du nouveau monde. Fait que gros élan créatif en ce moment. Là. OK. C'est pour ça que j'ai hâte de me replonger dans Valterreur un petit peu plus. Là. Fait que prochain épisode, assurément, je livre une création. Ouais. Super motivé de commencer la saison 3. Fait qu'un été de restructuration, de vacances, de gaming, puis on repart notre automne, qu'est-ce que je te dis? Ça va être malade. Très cool. La famille va bien. Tout le monde va super bien. Nice. Toi? Oui. Moi, j'écoute... à matin, mes chats allaient bien. Princesse. La princesse Yo-Yoma et Duke Silver. Duke Silver, ouais. Cool. Non, ils vont tip-top.
Malade, je suis vraiment content. Écoutes-tu le podcast, Princess Yo-Yoma puis Duke Silver? Non, c'est sûr que non, en fait, parce que j'ai jamais mis le podcast dans un speaker à la maison. Fait que, à moins qu'ils l'écoutent sur leur propre temps, quand je suis pas là. Comme pas là. En ce moment, mettons, peut-être on aurait d'écouter genre l'épisode sur la xénobotanique. Là. Ouais. Je sais pas, tu sais, en fond, il n'y a aucune façon que je pourrais le savoir. Non, c'est ça. La vie secrète des chats. Oui, c'est ça. Ils ont peut-être leur propre sel avec genre leur compte, puis j'ai pas accès. Puis... je sais pas. OK, on part ça? Est-ce qu'on part ça? Ben oui. On peut partir ça, ouais. Donc aujourd'hui, Hey, attends, non. Présentation. C'est ça, je m'en allais faire. Si tu viens de te joindre à nous, on est sur les ondes de choc.ca. Tu es en train d'écouter Comme du monde, le meilleur podcast sur la démiurgie au monde, en compagnie de Joël. Et de Julien. Puis aujourd'hui, on parle d'une trilogie. En fait, on va parler du premier titre d'une trilogie, la trilogie des Terres fracturées. Vrai. Qu'on a lu au courant de la dernière année. C'est comme à moitié une critique, parce qu'on veut parler d'un angle en particulier qui est notre aspect démiurgique, genre de la journée. Ouais. En même temps. Fait qu'on un peu critique, puis un peu aspect. Ouais, exactement. Right? Ouais. Fait qu'on fait un peu des deux aujourd'hui. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il va peut-être avoir un petit peu de divulgateur parce qu'on on va se servir d'exemple du livre là, pour appuyer nos propos. Mais en gros, on veut parler des rôles sociaux, des systèmes sociaux, des castes, séparations, des tâches, tout ça, d'un point de vue de world building, d'un point de vue de démiurgie. Mm-hmm. Chose que N.K. Jemisin, dans le premier livre des Terres fracturées, fait très bien. Fait que, premièrement, on peut parler un peu de Broken Earth Trilogy. J'ai découvert ça. Ça m'amène à un mini-varia. J'ai pas pensé pantoute de t'en parler, mais... On rembobine. Non, j'ai découvert ça comment... Est-ce que je t'avais dit comment j'avais découvert ça? C'est pas en m'intéressant particulièrement à la littérature fantasy. C'est par Artifiction. Ah oui, OK. Fait qu'un podcast qui m'avait inspiré les balbutiements de Comme du monde. Ouais. Artifiction a signé son arrêt de mort. Artifiction est mort la semaine passée. Ils ont publié le dernier épisode. Pour vrai? Ouais. Ils ont fait une run de 10 ans et demi. Aïe, man, 10 ans et demi, OK. Un épisode par mois, des fois par 2 mois. Puis, ouais, ils ont décidé qu'ils enterraient le truc parce que des projets dans leur vie personnelle prenaient trop de place. Puis, en fait, on n'a plus le temps. OK. Fait que juste la vie, là, rien de spécial. Il n'y a pas de drama. Il n'y a pas de drama, il n'y a rien. Fait que c'était un dernier épisode super intéressant parce qu'ils ont fait genre, hey, j'ai pas envie. C'est tellement drôle. Il avait pas envie de dire au revoir puis de faire un épisode d'au revoir. Genre. Non, c'était pas un épisode au revoir, c'était un épisode normal avec en varia. En passant, c'est notre dernier, tu sais, qu'ils ont gardé pour la fin. Là. Au début, ils disent en passant, c'est notre dernier, mais à la fin, ils font comme on va en parler, là, genre. Puis là, ils ont fait un highlight reel, genre, chacun de leur bord, les deux gars, ils étaient comme. Fait que moi, j'ai full aimé quand t'as dit telle affaire, genre en 2017. Malade. Puis là, on était crampés pendant une demi-heure. Tu sais, fait qu'ils ont fait un peu. C'était vraiment comme cool. J'ai trouvé ça même touchant. Avoir écouté. Moi, je les ai écoutés pendant 10 ans, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'était comme spécial de les voir partir. C'est eux qui t'ont lancé sur la piste de Broken Earth. Un moment donné, ils faisaient des critiques, c'est ça. Puis un moment donné, il y a eu un épisode où ils ont parlé de Fifth Season spécifiquement ou de la trilogie au complet, je sais plus. Mais j'avais juste vraiment... j'avais accroché. J'étais comme, ça a l'air bon pour vrai. Puis moi, la littérature fantasy, je suis très critique. La plupart, j'aime pas ça. Ou même quand j'apprécie, puis je trouve, c'est bien écrit... c'est pas une littérature qui vient me chercher tout le temps. T'sais, des fois, je fais comme... je peux apprécier le travail derrière, puis je trouve qu'il y a des belles forces, mais... genre, je m'en fous un peu. J'imagine surtout quand c'est comme un genre de calque ou de pastiche. Des grands classiques. Des grands classiques, ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, Brandon Sanderson, j'aime sa théorie derrière l'acte d'écriture. J'ai pas full aimé, genre, mes lectures. OK. Puis c'est un grand, là, c'est comme le plus prolifique de l'ère moderne. Mais en tout cas, fait que ça, N.K. Jemisin, la 5e saison, j'ai capoté. Mm-hmm. C'était vraiment une découverte. Je pense que je t'en avais parlé à l'époque. Ouais. Puis ça a passé sous silence. Et... tu me l'as offert à ma fête. Hein? À ton anniversaire cette année, j'ai décidé que ça fitait.
Fait que tu vas me montrer ton cadeau de fête. Puis, tu m'as dépassé parce que moi, j'avais jamais lu la trilogie. J'ai juste lu le premier. Mhm. Puis j'ai dit, ah, Mané, il faut que je lise les autres. Puis je suis complètement... C'est tombé, genre sur le back burner. Puis là, toi, t'es rendu à lire le troisième. Ouais, je suis rendu au début du troisième. En fait, en camping, j'ai clenché le premier. Je suis parti à la recherche du deuxième parce que je savais qu'en revenant, mais là, j'avais plus rien à lire. J'ai clenché le deuxième en genre 2 semaines. Là. Ah ouais. C'est bon, Obelisk Gate? Ouais, vraiment. Ouais. Ben là, parlons un peu du premier, puis je vais faire attention dans mes divulgateurs pour pas embarquer dans les deux autres. Là, mettre vraiment je vais te le dire, si je sais pas c'est quoi. Ouais, ça se peut que ça se mélange un peu dans ma tête parce que je les ai lus back-à-back, là, mais... Peut-être veux-tu parler un peu de l'autrice? T'sais, parce qu'il y a ça aussi, ça vient avec un background minimal. Elle a écrit du fantasy, mais c'est une femme américaine noire. Et pour moi, juste ça, de point d'entrée, j'étais comme, OK, on va tomber dans quelque chose de différent. Je cherchais une particularité, moi. Combien d'autres dudes barbus je peux lire, là, tu sais? Puis... blanc, barbu. Puis elle arrivait avec clairement de l'intersectionnalité. Il y avait d'autres choses qui se donnaient. Puis dans son écriture, c'est immanquable. Pour moi, c'est immanquable. Ça fait partie de l'angle avec lequel elle aborde sa bête fantastique. Puis c'est un gros plus, je trouve, là, parce que c'est pas pour rien qu'on a choisi de parler des rôles sociaux, des systèmes de caste. Elle inclut ça dans son écriture. C'est super. C'est comme un point focal de son écriture. Puis je veux dire, elle parle de ségrégation, elle parle de gens qui sont utilisés par d'autres classes de la société. Mm-hmm. Pour moi, c'est bien difficile de dissocier. Tu sais, des fois, tu dis, dissocie l'auteur de l'œuvre. Là, on peut le faire, mais je trouve que son background, juste ça, le basic, là, nous donne beaucoup d'insight, nous donne beaucoup de points de référence sur notre lecture. Ben merci d'être venu à ma rescousse parce que je pensais que tu voulais que je te fasse un genre de être allé où à l'école. Puis non, parce que moi je pourrais pas le faire non plus. Okay. J'étais juste comme, on peut-tu parler du fait que c'est pas un autre George R.R. Martin? Exact, ben oui. Oui, puis ça paraît clairement dans l'écriture, puis le point de vue. En fait, c'est drôle parce que moi, j'ai vu le personnage principal, je sais pas si c'est officiel, je sais pas si c'est son point de vue à elle, mais tout le long, je le voyais comme un insert un peu. Là. Parce quel personnage? Parce qu'on peut en parler, il y a 3 personnages principaux qu'on suit. OK. Fait que... Il y a Damaya. Damaya, tu voyais c'était un insert ou... Non. Senite? Non. Ben, Essun, là. Essun. Parce que dans le fond... on revient un petit peu pour raconter c'est quoi le... Ah oui, fais-nous un résumé. Ouais. Puis est-ce qu'on y va full spoiler? Ben, on va en échapper pendant l'épisode, fait que assurément... il y a une affaire en particulier qu'il faut se demander si on y va full spoiler ou non. Au niveau des personnages? Ouais. OK, on n'y va pas. On n'y va pas? OK, cool. On n'y va pas. On n'y va pas? Ça sert à rien. OK, ça sert à rien. On va le laisser... lisez-le, c'est vraiment bon. Ouais, c'est très bien écrit. Ne spoilons pas ces aspects-là. Fait que ça raconte quoi, en gros? C'est une histoire qui se déroule dans un monde qui s'appelle The Stillness. Ouais. La tranquillité, ou je sais pas. Là, on peut pas traduire. Là, on l'a lu en anglais tous les deux. Là, maintenant, on peut essayer, mais c'est peut-être pas ça la traduction officielle. Et dans cet univers-là, les gens sont constamment en préparation de la venue d'une 5e saison, qui est comme un petit peu un genre d'état cataclysmique là, qui est cyclique, qui revient un peu tout le temps et qui est assez intense pour détruire comme une grosse partie de l'histoire, une grosse partie des traditions. Mais il y a un savoir qui est gardé puis qui met en garde contre ce cycle-là qui est gravé dans la pierre puis qui est passé de civilisation en civilisation ou de génération en génération. Et l'aspect principal, le déclencheur de ce cataclysme-là, c'est qu'il semble avoir un peu une friction entre la vie qui habite sur la planète et la Terre elle-même. C'est-à-dire que la Terre a l'air comme de punir les gens qui c'est même que c'est perçu aussi dans le Stone Lore, dans cette connaissance gravée dans la pierre. T'sais. Tout est dans comment on peut se battre contre la Terre elle-même. Mais tu sais, on pourrait regarder sa démiurgie puis dire « Ah, ben elle a juste décidé que ça se passait sur une planète à haute activité volcanique et sismique. Mm-hmm. » Mais au final,
il y a plus à ça, parce que tout est vu d'un point de vue très culturel, spirituel. Ouais. Fait que c'est pas juste une planète hautement active. Ben, elle surfe un peu sur la ligne, tu sais, c'est-à-dire... Tu peux pas savoir, parce que du point de vue du peuple, fait que dans le fond, du point de vue des personnages, du point de vue diégétique, c'est vu comme une guerre divine. T'sais. Ouais, c'est vu vraiment comme si la Terre avait une volonté. Ouais. Puis même, je pense que dans les patois, là, dans les jurons qu'ils vont utiliser, ils vont souvent parler de la Terre maléfique. Là, ils vont dire Evil Earth ou... fait que vraiment, eux, dans leur croyance... Les roches, les métaux, tout ça est vu comme quelque chose de parfois carrément mauvais, comme le mauvais œil, puis parfois plus comme mystique, puis indéchiffrable. Puis, tu sais, par exemple, ces patois, parlons-en, elle transforme le mot fuck par le mot rust. Ouais. Fait que rust this. Ouais. Genre, I'm done with this shit. Puis là, tu sais, okay, this cool. rusting shit. Ouais. Très cool, ouais. Ça, c'est vraiment comme je trouve, du bon travail de jeu de langue avec ta démiurgie. Ouais, puis ça traduit ton world building à côté, à la place de faire de l'exposition puis de dire, ah, ben là, tu sais, les gens craignent la Terre. Ben, à la place, tu le mets dans le langage des gens. Mm-hmm. Fait que non, vraiment une bonne idée, un bon flash. Fait que ça, c'est sa prémisse. C'est son setting. C'est son setting. On va suivre 3 personnages qui sont tous des orogènes. On dirait tout comme ça en français, des orogènes. Ouais, des orogènes. Qui sont toutes. Toutes, oui, c'est vrai. Trois femmes. Toutes des orogènes. Ouais. Les orogènes sont des gens qui... on va juste dire tout de suite, orogène, ça n'existe pas dans notre monde. Là. Non? Ben, des zones orogènes. Oui, mais tu soulignes l'exception, le seul cas où on le dit. L'orogénie, ça existe. L'orogénie, c'est la capacité pas la capacité, la réalité de quand les montagnes se forment. OK. Fait que genre, quand tu étudies les plaques tectoniques, chose que j'aime faire... c'est un terme que tu vois souvent. Ouais, l'orogénie. L'orogénèse. OK. Ouais, l'orogénie. L'orogénèse, fait que c'est... Mais là, un orogene, c'est quelqu'un qui soi-même est capable de créer des montagnes. T'sais, c'est comme ça l'idée derrière. Ouais, c'est comme des Earthbenders. C'est des Earthbenders dans Avatar. Ouais. Qui ne contrôlent pas toujours leur pouvoir, right? Fait qu'ils peuvent, surtout à l'enfance, dans un moment de grandes émotions, de chamboulements, peuvent tout d'un coup créer un tremblement de terre puis détruire une ville. Mm-hmm. Donc, ils sont évidemment très craints. Ils sont... il y a une ségrégation qui est en force contre cette catégorie de personnes-là. Puis je pense que n'importe qui peut naître orogène, là, fait que il y a quand même une méfiance dans la population générale d'être comme puni et de mettre au monde un enfant orogène. Mm-hmm. N.K. Jemisin nous parle de use cast. Ouais. Fait que elle divise... Mais cette société-là du stillness est divisée en une vingtaine de castes. En réalité, je pense qu'il y en a juste comme 6-7 qui sont très fréquentes, puis les autres sont très rares. Les orogènes sont considérés comme assez rares. Ouais. Les autres, à part les orogènes, les autres ont rien de surnaturel. C'est juste des castes sociales, comme des groupes sociaux. Comme puis là, j'utilise le mot caste parce qu'elle l'utilise. Ouais, elle appelle ça des use cast. Des use cast. C'est comme ton utilité. C'est ton utilité dans un cas de 5e saison. Exact. Fait qu'on peut en parler puis rentrer là-dedans, là, dans notre aspect démiurgique des rôles sociaux puis des castes. Mais un élément qui est important pour moi, qui est important à discerner, genre, ah oui, elle appelle ça use caste. Mais tu sais, les systèmes de caste dans le monde, c'est inflexible, c'est héréditaire. Mettons, mon point de référence, c'est tout en l'Inde parce que bon, le système de caste, c'est le classique, c'est l'Inde, mais aussi j'y ai été. Fait que, mais tu nais, mettons, kshatriya, ben t'es kshatriya toute ta vie. Il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a aucune mobilité sociale possible. C'est même pas improbable, c'est juste impossible. Tandis que quand on parle de classe sociale, là, c'est improbable probablement d'avoir une mobilité, mais c'est possible. Ouais. Les transfuges existent. Ouais, exact. Tandis qu'en caste, ça n'existe pas. Ici, si tes parents étaient kshatriya, t'es kshatriya. Dans The Stillness, si tes parents étaient, je sais pas moi, breeders, tu peux être orogène quand même. Ben, en fait, mettons à part tout de suite orogène, là, il l'utilise pas comme use cast.
parce que dans le fond, ils ont tellement un problème avec les orogènes. Ouais, qu'ils veulent pas les utiliser, anyway. Ouais, souvent, en fait, ils vont... attention, là, ça va brasser, mais un enfant orogène peut être juste tué. Oui. Un enfant orogène peut être abandonné. Ou un gardien va venir le chercher. Gardien étant une autre caste. Ouais, gardien étant une caste. La caste que sa job, c'est de contrôler et assassiner des orogènes. Exact. Puis d'éduquer des orogènes à être moins violents ou moins dangereux. Ouais. Fait que orogène, on le verra pas, en tout cas, on le verra pas avant un bon bout apparaître dans le nom d'un personnage. Parce que dans le fond, ils ont une nomenclature, là, une façon de se nommer. Ils vont avoir un nom. Ils vont mettre dans leur nom leur use cast, leur utilité. Puis ils vont mettre la communauté qu'ils habitent, la communauté d'où ils viennent. Ça va être comme vraiment ton identité à toi. T'es qui? C'est quoi ton utilité? Fait que ce serait quoi ton nom de Stillness, Julien? Ce serait Julien, professeur Saint-Cuthbert. Ouais. C'est ça. Toi, ce serait quoi? Je sais pas. Joël, écrivain Montréal. Écrivain, c'est ce que j'essaye d'être. C'est ça. Ouais. Sauf que eux, tout est basé sur cette peur de l'extinction-là, sur un aspect de survie. Fait qu'écrivain, oublie ça. Là. Non, c'est ça. C'est même professeur. Lorist existe dans les castes. Puis Innovator existe. J'essaierais sûrement de me faufiler dans ceux-là. Ouais. OK, ben on a quoi comme caste, là? C'est les breeders, ceux qui sont les plus efficaces à reproduire. Ah, mais en fait, je t'ai coupé dans ton élan. T'es en train de dire que en Inde, on hérite de notre caste puis on y reste. OK, je vais faire mon aparté sur l'Inde. Parce que c'est le système de caste le plus comme... C'est un bon moment pour faire l'aparté, ça? Oui. Parce que je suis pas le plus calé, je suis vraiment pas un expert. On est deux gars dans un garde-robe avec un micro, classique. L'Inde, je connais un peu. Puis il y a quelque chose qui se passe avec le système de caste tel qu'il existait plus tôt que ça, ou plus tard que ça, tel qu'il existe aujourd'hui. Mais c'était un peu genre impossible de le déconnecter de la civilisation indienne puis de la société parce que c'est des rôles assignés. Comme j'ai dit, c'est héréditaire, c'est inflexible. C'est à la naissance, à cause de tes parents, tu vas être ça toute ta vie. En réalité, les vrais castes, c'est ce qu'ils appellent les jatis. Les jatis, il y en a genre 3000. Puis dans la façon traditionnelle de considérer ça, ça a toujours été, je dis 3000, c'est peut-être 4000. Il y en a beaucoup. Puis en gros, c'est ta job. Tes parents étaient céramistes, tu vas être céramiste. Ah, OK. Puis dans les Védas, il y a une autre façon de classifier ça qui est plus simpliste, qui s'appelle les... j'oublie tout ça. Je pense que je l'ai noté. Excuse-moi, parce que des fois, il faut que je regarde. Varna, les Varnas. Puis les Varnas sont le système de caste qu'on connaît peut-être un peu plus, qui sont les 4 castes principales. Okay. Dans le fond, ils ont reclassifié les 3000 kuks jati en genre... dans le fond, il y a 4 catégories de jobs, si tu veux. Les jatis sont vraiment utilisés comme encore aujourd'hui, puis c'est pas vraiment mal vu. Les Varnas, c'est une autre histoire parce que ça, c'est les Britanniques quand sont arrivés puis ont pris possession de l'Inde, qui ont voulu expliquer la nation indienne à la reine, puis qui ont fait ça de la façon la plus simpliste possible. Puis ils ont dit, hey, regarde, il existe 4 castes. Puis quand ils ont commencé à faire de la législation, l'impérialiste moyen était comme, ouais, regarde, toi, t'es un kshatriya, toi, t'es un... Fait que c'est Brahman, en gros, c'est les intellectuels, les prêtres, surtout les prêtres. Puis après ça, c'est kshatriya, puis il y a un ordre. Puis ça aussi, c'est classifié, c'est ranked. Il y a un ordre à respecter. Il y en a des plus importants que d'autres. Fait qu'il y a une hiérarchie. Les brahmanes sont au top. Ensuite, les kshatriyas sont la part de la population qui est des guerriers et des leaders politiques. Après ça, tu as les Vaishyas, qui sont les fermiers, mais aussi tu as autre chose avec les fermiers dans les Vaishyas, là j'y vais de mémoire, mais en gros c'est les peut-être les artisans, les marchands avec les fermiers. Oui, c'est ça. Artisans, marchands, fermiers, Vaishyas. Puis finalement, les Shudras qui sont en bas qui sont juste les travailleurs, les ouvriers, la main-d'œuvre. OK, fait que tu peux... Même parce qu'on s'entend qu'un fermier, c'est un travailleur. Oui, mais il travaille pour sa propre ferme. OK, fait que si t'es employé de quelqu'un d'autre... Exactement. OK.
t'es la main-d'œuvre pour quelqu'un d'autre, t'es un Shudra. À ça s'ajoute historiquement plein de peuples qui ont été comme intégrés dans une nation ou une autre, un empire, l'empire Gupta, l'empire... Puis à un moment donné, on va intégrer eux autres, mais ils sont pas des vrais, ils sont pas des reals, ils sont pas comme nous, ils ont pas un vrai Jati. Ils ont des... comme un peu hors-caste. Fait que les hors-caste, ils ont leur propre histoire aussi. Ils ont été finalement recatégorisés comme la 5e caste, anciennement appelés les intouchables. Aujourd'hui, c'est un terme qui n'est pas à privilégier. Mm-hmm. Le terme officiel, c'est pas ça pantoute, c'est la caste programmée. Okay. Le scheduled caste. Okay. Mais en gros, c'est tout le monde qui ne fit pas dans ce moule-là, puis qui sont, par définition, donc, un peu des indésirables dans la société. Parias. Des parias. Et puis, parmi eux, c'est aussi des tribus, mettons, qui vivent dans leur village, puis il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives dans la grande ville, c'est des mendiants. T'sais. Mais là, à quel point... Là, aujourd'hui, il y a eu d'autres termes. Là. Les Harijan, c'est le terme que Gandhi utilisait, puis les Dalits, c'est le terme qui est utilisé la plupart du temps pour ces gens-là. Pour cette caste programmée. Pour la caste programmée, okay. oui. Mais à quel point ça t'est accolé, cette caste-là? Est-ce que ça fait partie, genre, de ton identification officielle gouvernementale? Oui, parce que c'est ton Jati, c'est tes parents, c'est ta job. Puis là, depuis l'indépendance, officiellement, tout ça a été comme radié de la Constitution. Il y a des espèces de discrimination positive dans la Constitution indienne faite pour les ramener à une situation d'humain, mais dans la société, ça a souvent été perçu comme genre une sous-race, là, tu sais, puis c'est vraiment rough, là, puis c'est une histoire de persécution que ces gens-là ont vécu. Puis la même chose à travers toutes les castes. Aujourd'hui, officiellement, il n'y a pas de système de caste en Inde. Okay. En réalité, quand j'étais en Inde, puis à un moment donné, j'ai présenté 2 Indiens l'un à l'autre, que des amis que je m'étais fait ailleurs, ils ont refusé de dire leur nom de famille l'un à l'autre pour pas s'influencer sur leur perception stéréotypique de l'autre et de sa caste, parce que ton nom de famille dit ta caste. Ah ouais? Ouais. Fait qu'il était comme, gars, on veut juste passer une soirée de chill. C'est quoi ton prénom? C'est ça mon prénom. Ah ouais? On s'identifie pas. C'est une pratique, tu penses, qui est vraiment courante? Je sais pas, mais ça m'a marqué. Moi, j'étais comme, I get it. C'est comme, c'est tellement intense pour vous que vous savez que ça va incendier quelque chose en vous, ça va faire lever des préjugés. Vous voulez éviter ça en amont. Fait que vous évitez les noms de famille. OK, fait qu'officiellement, il n'y en a pas, sauf qu'elle fait partie de ton nom. Ben oui, ton Jati est identifiable normalement avec ton nom, surtout si c'est un nom très, très populaire. Mm-hmm. Mais peut-être que la personne donnerait son nom de famille, puis l'autre ferait comme, je sais pas, c'est du monde du Nord, ça, moi je viens du Sud. T'sais, ça peut être ça aussi, mais il y a des noms que, genre, Singh, c'est un nom super fréquent, puis c'est un nom de Kshatriya. Quand tu dis que t'es un Singh, tout le monde fait comme, ouais, OK, ça, c'est quelqu'un qui vient de l'argent, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est là que c'est très semblable à une classe sociale, en fait. Ben oui, absolument. Parce que si tu me dis, mon nom de famille, c'est Rockefeller, j'ai des opinions, tu sais. Mais la différence, c'est qu'il n'y a aucune option de mobilité. T'es né, puis aussi, c'est dans la culture, dans la religion. T'es né, tu te fais dire, toi, c'est ça que tu fais. Puis c'est que ça que tu fais, puis tu vas faire ça toute ta vie. T'sais. Tandis que dans Broken Earth, ton use cast est attribué comme selon tes caractéristiques à toi, selon tes talents naturels, selon même mais ça. Comme les orogènes sont découverts comme on découvre un sorcier dans Harry Potter. Là. Genre, ça donne que t'es orogène. Fait que comment ça se passe dans Broken Earth, mettons pour un orogène sa vie? Ben, si tu te fais pas, super intéressant. Si tu te fais pas tuer par tes parents, mm-hmm. Tu fais peut-être partie des gens qui sont un peu plus chanceux, des orogènes plus chanceux. Un gardien va entendre parler peut-être qu'il y a eu des tremblements de terre dans cette région-là, va finir par découvrir l'origine de ces tremblements de terre-là, de ces dérangements sismiques, va finir par te retrouver et te prendre, entre guillemets, sous son aile. Le gardien a une relation un peu... abusive. Ben oui, très abusive, mais de son point de vue à lui, le gardien, il rend service à la planète. Il est en train de forger un minerai dans une belle épée. Exact. Ouais. Mais ça se fait en cassant énormément d'œufs.
C'est pas un processus. T'as quitté complètement l'analogie, là. Ah ouais? T'aurais pu dire en cassant de la pierre. De la pierre. Je sais pas. Je voulais rester dans le thème. Fait qu'un des personnages d'Amaya, je pense. Ouais. Justement. C'est une petite fille innocente, puis non, elle a un pouvoir, fait qu'elle est pas innocente. C'est ça. Fait qu'il y a un gardien qui vient la chercher chez elle, puis qui l'amène au Fulcrum. Ouais. Qui est comme le Poudlard des Orogènes, version abusive. Ouais, comme un vrai pensionnat. Un vrai pensionnat, ouais. Tu vas commencer comme étant ce qu'ils appellent un grit, qui est comme un orogène brut, qui est comme un orogène qui n'a pas de training. Là, et à travers les années dans ce collège-là, ils vont t'apprendre à utiliser ton pouvoir. Ils vont t'apprendre ils vont t'apprendre à calmer des tremblements de terre plutôt que d'en provoquer. Ils vont t'apprendre plein de choses à propos de ton pouvoir. Et tu vas gagner des anneaux. Fait qu'eux, ils équivaut la puissance des orogènes au nombre d'anneaux qu'ils portent. Fait qu'à un moment donné... Jusqu'à un maximum de 10, ça? Ben, j'imagine, parce qu'on a 10 doigts, mais... Alabaster, c'est un personnage là, important dans l'histoire. Albâtre. C'est le plus puissant des orogènes qu'on voit dans le livre, puis lui, il a 10 anneaux. Ils disent que c'est un Ten Ringer. Là, donc, c'est même quelque chose que les personnages autour n'ont jamais vu. Là. Quelqu'un qui a 10 anneaux. Fait que... fait que tu vas passer ta vie là. Si t'es chanceux, si t'es docile, tu vas accumuler des anneaux. Puis à un moment donné, ils vont pouvoir t'envoyer sur des missions officielles. Tu deviens comme un orogène impérial. Ouais. Tu vas te faire envoyer sur mettons, il y a un village qui a besoin de tasser une masse rocheuse qui bloque son port. Ben là, ils vont faire une demande officielle à l'Empire et ils vont assigner un orogène à cette tâche-là. Si t'es chanceux, ben ils t'envoient dans ce village-là avec un gardien. Puis tu fais ta job d'orogène en faisant du earthbending, là, puis avec ton pouvoir spécial, ben, tasser de la roche. C'est à ce titre-là que c'est quand même une use case, dans le sens où les orogènes sont juste un danger public jusqu'à ce qu'ils passent à travers le fulcrum, puis là, ils peuvent être utilisés par la société, puis ils deviennent vraiment juste des outils. Exact. Ils sont ultra utilisés. Là, c'est des outils que tout le monde est capable premièrement, tout le monde en a peur. Là, mettons, le commun des mortels, ils en ont peur, mais aussi, ils détestent. Il y a beaucoup de haine envers les orogènes. Genre, c'est comme... ils ont même un terme péjoratif, là, les Roga. J'ai sorti une quote, une citation sur le mot Roga parce que je trouvais ça tellement important dans l'histoire. Tu sais ce que tu veux que je la lise? Ben oui, certain. Ça sera en anglais, malheureusement. C'est pas grave, on mettra un voice-over qui l'a dit en français en même temps. Je pense, si je me souviens bien, je pense que c'est Alabaster qui dit ça. Okay. Puis c'est la première fois qu'on voit quelqu'un utiliser, qu'on entend quelqu'un utiliser le mot Roga dans le livre. You think you matter? All at once he smiles. It's an ugly thing, cold as the vapor that curls off ice. You think any of us matter beyond what we can do for them, whether we obey or not? He jerks his head toward the body of the abused, murdered child. You think he mattered after what they did to him? The only reason they don't do this to all of us is because we're more versatile, more useful if we control ourselves. But each of us is just another weapon to them. Just a useful monster. Just a bit of new blood to add to the breeding lines. Just another fucking Roga. She has never heard so much hate put into one word before. C'est une conversation, je pense, entre Cyanite puis Alabaster, mais je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est quand ils trouvent ce qu'ils appellent un node. Oui. Ouais. Le node. Ça, j'en parlerai pas parce que je considère que c'est un beau spoiler. Une belle découverte à vivre, là, les nodes. Mais c'est ça, dans le fond, il y a une partie de l'histoire, un tiers de l'histoire, comme tu as dit, il y a 3 personnages qu'on suit. Il y a un tiers de l'histoire qui suit Cyanite puis Alabaster. Puis eux sont des orogènes formés, impériaux, qui sont sur des missions. Tu sais, ils partent en mission. Puis c'est un peu la partie la plus comme juste aventure du roman. Puis Cyanite... est à combien d'anneaux? En tout cas, elle est comme en formation-ish, là, est à moitié. Puis Alabaster, c'est le plus puissant. Puis est envoyé avec lui. Et son objectif, c'est de se faire mettre enceinte. Ouais. C'est l'objectif de l'Empire, c'est l'objectif du Fulcrum. Pour pouvoir
parce qu'ils pensent génétiquement qu'en couchant avec un 10-ringer, puis elle étant un 5-ringer ou quelque chose de même, ça fait des enfants orogènes qui peuvent être utilisés par l'Empire, qui sont super puissants et dociles et je sais pas quoi. T'sais. Ce qui est quand même absurde parce que Alabaster, c'est le personnage le plus indocile dans toute l'histoire. Quand il utilise le mot Raga, c'est comme violent, mais aussi, en général, il est complètement désabusé du gouvernement, mais c'est comme le mage le plus puissant dans ton histoire, mais c'est celui qui est le plus blasé. Il croit pas en ce qu'il est en train de faire. Il est utilisé à toutes les sauces. Lui, d'ailleurs, il y en a plein d'autres filles qui sont passées dans sa couchette pour avoir des enfants avec lui, puis ça fait juste partie de la job, t'es obligé. Il y a comme une ambiguïté sur son orientation sexuelle aussi. Il a pas de l'air intéressé. Il a pas l'air vraiment intéressé par le fait de procréer puis d'avoir des enfants, pour une bonne raison. Là. Fait que leur relation premièrement, leur relation est très conflictuelle, ils s'aiment pas, là. Cyanide et Alabaster sont obligés de dealer ensemble tout le temps, de dealer à chaque jour avec les jobs qu'ils ont à faire, mais ils s'entendent pas. Je pense qu'un moment donné, ils en viennent peut-être à se respecter, mais ils s'entendent jamais vraiment. Exact, ouais. Puis on suit aussi Essun. Ouais. Essun, qui est probablement, dans tous les personnages, celui qui est le plus humain. Profondément humain. Essun vit un grand drame, puis c'est complètement autre chose, son histoire. Ouais, Essun, son histoire se déroule pendant le début d'une saison. Fait qu'il y a comme un effet de temporalité aussi, là. Les trois histoires se passent pas au même moment. Mais, ouais. Fait que oui, la 5e saison, un moment donné, est déclarée, puis Essun a vu là-dedans. C'est ça, ouais. Elle, son histoire à elle se passe là-dedans. Fait que, Orogène, oui, une utilité. Mais il y en a d'autres. Ouais. Il y a de mémoire comme ça, là, on peut t'assigner de la caste des Strongbacks. Si t'es fort, si t'es costaud, si t'as une certaine agressivité. C'est la caste de main-d'œuvre. Ouais, mais aussi les fiers à bras. Là, si jamais il y a une 5e saison qui se déclare, tu vas protéger ta communauté, tu vas devenir garde, tu vas devenir comment on dit ça? Joaillier? Ouais. Okay. Tu veux dire geôlier? Geôlier, oui. Quelqu'un qui fait des bijoux ou quelqu'un qui garde une prison? Quelqu'un qui garde une prison. Ben, tu peux être les deux, hein, je veux dire. Ouais, dans tes temps libres, ça te regarde ce que tu fais. Oui, c'est ça, tu peux faire ce que tu veux. Il y a Resistant. Oui. Ça, c'est si tu as une prédisposition à résister à des maladies, à la famine, ben là, on va te donner ce nom-là pour que tu perdures à travers le cataclysme, pour conserver des gènes ou pour des fois juste faire quelque chose qui est très dangereux. On va penser à envoyer un résistant à le faire parce que c'est la personne qui a le plus de chances de survie. Tu as parlé des breeders tantôt. Les breeders, c'est quelqu'un qui a des beaux gènes, qu'on va vouloir préserver. Ça va être ceux qui vont être encouragés à avoir des enfants pour que la survie de l'espèce humaine soit assurée, ou la survie de la communauté. C'est un peu comme une ruche d'abeilles. Hein? Ben c'est ça. Dans le fond, le système de caste a souvent été comme analysé par les sociologues d'une façon très... Alors, historiquement, par les anthropologues, les sociologues, juste comme « Ah, c'est quelque chose qui existe dans la société ». Puis à un moment donné, des entomologues se sont mêlés à ça. Des experts en insectes. Ah. Puis il y a eu dans les années 60 beaucoup d'études qui jumelaient les deux à dire comme « Ouais, quand on regarde une ruche, quand on regarde une fourmilière, ou une termitière, on retrouve quelque chose qui est très, très proche de ça. Mais tu sais, les insectes sont... comment tu appelles ça? Eusociales. Ouais. C'est des insectes eusociaux. C'est des insectes, donc, qui ont du polymorphisme physique. Et donc, une ouvrière, c'est une ouvrière. Elle n'a pas d'organes pour se reproduire. Juste la reine a ça. Puis les mâles reproducteurs dans la ruche. Fait que tu sais, il y a quelque chose d'un peu plus, tu sais, déconnecté de juste comme un construit social, parce qu'avec les insectes, il y a réellement genre une différence biologique qui se passe. Mais oui, je pense qu'il y a des parallèles à faire. Peut-être avant qu'on conclue, parce que là, le temps passe. Effectivement. Mais je suis en train de me dire, peut-être on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans notre démiurgie. Ah ouais. Avec les castes, puis parce que moi, mettons, ça m'amène naturellement à Gadine avec mes animaux, ben j'ai un peuple d'abeilles puis un peuple de fourmis. Ces peuples-là existent. Puis je sais pas à quel point j'ai juste été d'instinct, là, j'ai pas tant... La mouche, quand on parle d'insectes, comment ça s'intéresse à nous. Mais
Ouais, c'est ça. J'ai comme peut-être été un peu d'instinct, puis j'avais pas vraiment fait de grandes recherches, mais naturellement, j'ai établi un système de caste dans la nation des fourmis, très, très, très comme serré. Mhm. Puis quelque chose de semblable dans la nation Tu des veux dire, abeilles. tu veux dire vraiment contenu à travers le peuple des fourmis. Là. Oui, Ok. exactement. Fait que dans leur société, dans leur... Puis après ça, ben, il y a un... comme overarching, là, au-dessus de tout ça, il y a juste l'Empire qui divise les gens en classes sociales, mais c'est pas un système de caste. Ok. C'est comme juste des classes sociales. T'as les patriciens qui ont le droit de voter, puis qui font partie de certaines Mhm. espèces. Puis encore là, il y a du polymorphisme naturel, parce que c'est pas la même espèce. Là. Ils peuvent même pas procréer ensemble entre les espèces. Puis après ça, t'as les plébéiens, qui sont le petit peuple, qui n'ont pas vraiment de grands droits, mais qui en ont un peu, qui sont quand même des citoyens. Puis t'as les pérégrins, qui sont et les esclaves, et juste les ressortissants des autres nations. Mais ça reste quand même une classification sociale, c'est-à-dire que le regard des autres en communauté va être différent selon si tu fais partie des plébéiens ou... Oui. Puis c'est automatiquement racisé, parce que comme c'est visible si t'es un éléphant. Mhm. Fait que ultra lié avec la race. Là où parfois, dans le vrai monde, parfois c'est lié avec la race. Mhm. Parfois c'est pas visible. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas. Mais bon, dans mon monde, c'est 100% visible. Tu peux tout de suite le voir. Ouais. Ouais, puis il y a une certaine aussi valorisation ou dépréciation de certains rôles, de certaines castes. C'est-à-dire que si tu es dans la trilogie des Terres fracturées, là, si tu es, mettons, leadership, Ouais. ben là, tu as comme, on dirait, un petit peu plus de panache, un petit peu plus d'aura que si tu es strong back ou... Mhm. Fait qu'il y a quand même, je pense, nous, quand on fait notre démiurgie, de penser qu'est-ce qui est valorisé, qu'est-ce qui... mettons que tu penses à un personnage donné, là, lui, selon sa caste ou sa classification sociale, c'est quoi l'opinion des autres par rapport à ça? Ouais. Puis je pense que N.K. Jemisin le fait comme vraiment bien. À chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui est introduit, à chaque fois qu'il y a une interaction entre deux personnages, ça pèse lourd dans la conversation. Pas juste le fait qu'un des deux soit orogène, mais le rôle de l'autre. Ouais, c'est l'interaction entre ces deux-là, tu peux le voir comme un diagramme avec des interactions dans tous les sens. Mhm. C'est comme c'est quoi le tic-tac-toe de Pokémon, là, whatever, là, tu sais, genre l'eau bat le feu. Ouais. Mais tu sais, t'as un peu ça dans les... Un genre de roche-papier-ciseaux. Un roche-papier-ciseaux. J'ai dit tic-tac-toe, c'est tellement pas le bon jeu. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça, t'as les interactions différentes, puis je pense que si t'es pour intégrer un système de classe sociale dans ton univers, puis je le recommande parce que je trouve que c'est très réaliste et crédible qu'il y a un minimum de classe sociale, dans toutes les sociétés, il y en a, là. Là, c'est comme la version très, très réglementée, légiférée, etc. Mais si t'es pour intégrer quelque chose de même, il faut vraiment, je pense, réfléchir à ça comme des factions. Mhm. Toutes les interactions sont oui. intéressantes à les mettre un contre l'autre ou un avec l'autre, voir qui sont des alliés naturels, qui seraient des alliés naturels en théorie, mais en réalité, il y a comme Isaïs, anyway. Tu sais, tu peux faire des choix qui sont intéressants aussi, puis avec des trucs historiques qui sont enracinés dans une interaction. C'est un super bon... ça peut donner un super bon élan créatif aussi parce que, mettons, je pense à Death Stranding que j'ai clenché cet été. Le setting, c'est que c'est un monde post-apocalyptique, que l'environnement est hostile, c'est dangereux de sortir de chez toi. Les gens vivent dans des bunkers souterrains. Ton personnage, c'est un livreur qui va amener ce que les gens ont besoin pour leur survie d'une communauté à l'autre, qui va braver ce genre de man versus wild-là. Lui, il va le braver pour t'amener des choses. Puis, dans la démiurgie de tout le jeu, ben ça transparaît. Là, c'est comme... Comment les gens voient les livreurs? Ben, man, quand t'arrives, tu fais une livraison, t'as comme un... Pavlov, là, genre, t'as des likes, puis les gens te remercient, puis wow, t'as tellement fait attention au colis, ouais, tu fais une livraison de nuit, oh my god, t'es tellement cool. Puis il y a un des personnages que lui, il est complètement en admiration sur un livreur légendaire qui aurait comme reconnecté toutes les États-Unis, c'est ce que t'as fait dans le premier jeu, tu sais, fait qu'il parle de toi, ton personnage, il s'en mêle pas, il dit pas, ouais, by the way, c'est moi, là, tu sais. Fait qu'il y a ça, puis il y a aussi le fait qu'à un moment donné, il y a un enfant qu'on voit jouer, tu sais, comme une petite fille d'à peu près, je sais pas, là, 2 ans,
Puis elle joue avec quoi? Elle joue avec un chariot, puis dedans, il y a des petits colis miniatures, des petits jouets colis. Fait que ça fait partie comme... Les enfants jouent avec Ça, c'est livreurs. bon, ça, j'aime ça, l'enfant qui joue avec, tu sais, c'est ça qu'il imagine sa carrière plus tard. Hey, t'imagines, je pourrais être livreur. Ouais. Pour eux, quand ils disent ça, c'est comme quand nous autres, on était kids, puis on disait astronaute. Exact. C'est comme, c'est l'affaire que t'imagines faire ça, ce serait fou. Ouais. Fait que si t'es un porter, t'es comme... T'es vraiment là, le sommet là, de la hiérarchie des métiers, des occupations que tu peux faire. Mais aussi, mettons, je sais pas si tu as vu 28 Years Later cet été. Je l'ai pas vu. Ben, il y a un genre de coming of age de tu vas devenir un chasseur. Fait que, genre, tout le monde fait la fête. Les gens du village se rassemblent pour ta première sortie. Dans le fond, tu vas être c'est quoi en français, un scavenger, là, un rapailleur. Fait que là, ton rôle est tellement important dans cette communauté-là, tu sais, qui est comme 28 ans après une infestation de zombies. Enfin, tu vas sortir des murs de la ville. Ouais. Fait qu'il y a comme un genre de culte presque autour de cette profession-là. Je pense que la clé là, de bien faire ça quand tu crées toi-même, c'est de lier intimement ton monde avec le système de caste. Tu vas pas genre prendre mais parce que regarde N.K. Jemisin, ce qu'elle fait, c'est ça qui fait que c'est fort. C'est intimement lié avec la peur des activités sismiques puis tout ce qui tourne autour. Après ça, Death Stranding, je veux dire, ce que tu me décris, c'est lié avec le monde, c'est la réalité. Fait qu'une fois que tu as désigné ton monde puis tu peux pointer ses particularités, les choses qui le rendent unique, le système de caste devrait piger là-dedans puis créer autour. Absolument, ouais. Tu devrais vraiment, comme moi je l'organiserais dans un tableau, c'est quoi les choses qui rendent mon monde unique. Comme c'est quoi mes idées que j'ai eues pour rendre mon monde unique, je les mets là-dedans. Après ça, comment ça peut influencer ce que les gens font puis la classification sociale des gens. Je le mets dans une autre colonne. Après ça, j'essaie de faire des liens d'un à l'autre, ce que eux pensent de eux, ce que eux pensent de eux. Puis faire notre fameux roche-papier-ciseaux. Tic-tac-toe, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, puis les jeux poches, c'est les deux. Fait que lisez-le. Je sais pas si on a été bon pour vous convaincre, mais moi, en tout cas, je suis en train de commencer le 3e bouquin. Puis... Moi, je l'avais fait en audio-livre. Juste dire, le livre audio, la narration est top. C'était vraiment captivant. Nice. Fait que le livre audio, j'avais pogné sur Audible. Je ne suis plus abonné à Audible, mais j'ai encore accès. Je peux le réécouter des fois. Ah bon. Fait que, 2017, N.K. Jemisin, c'est traduit, c'est en version originale aussi, facile à trouver. Fait que, non, c'est vraiment bon, c'est captivant, puis c'est très mature aussi. C'est-à-dire que il y a des thématiques là-dedans vraiment dark. Ouais. Juste, Essun, je pense le premier chapitre, ou quelque chose de même, c'est pas le deuxième, mais Essun l'histoire commence, puis son garçon, son enfant, est mort. Ouais. Elle trouve son garçon mort. Oui, puis on sait c'est qui le meurtrier en partant. On sait exactement c'est qui, puis c'est super lié avec le système de caste et tout, parce que elle sait que c'est son mari qui l'a tué, puis son mari l'a tué parce que l'enfant a probablement comme... manifester son orogénie. Exactement. Ouais. Fait que là, OK, fait que c'est un orogène, mon mari l'a tué. Il a trouvé que son petit gars, c'était un orogène. Elle est en tabarnak, puis elle veut aller tuer son mari. Oh my God. C'est tellement un bon point de départ pour une histoire. Ouais. Là. Ah, puis des drames comme ça, ils s'en accumulent plein tout au long, puis tu vois vraiment des réactions authentiques là, des personnages qui vivent ces problèmes-là. Là. Moi, ça me jetait à terre. Là. Ouais. C'est des gros drames. Là. Oh oui. Puis des fois, c'est dans l'ombre de l'objectif principal de l'humanité qui est de survivre à une saison. Puis, il faut quand même que genre ces personnes-là gèrent ces problématiques-là, ces traumas-là. Mm-hmm. C'est vraiment des traumas. Là. Oh ouais. Ça va les scraper à vie. J'ai hâte que tu lises le 2e livre et qu'on en reparle. OK. Ouais, on fera plus un Je vais mettre ça dans mon automne. Hey, ça fait vraiment longtemps qu'on jase de ça. OK. Ce qui nous laisse un temps vraiment limité pour la création que tu combien de temps? Combien de temps on a? Ah, il nous reste 10 minutes. OK. Fait que j'ai envoyé une création. OK. Là, on va afficher la création. On est dans Gadine. Oui, c'est ça. Mais c'est... Bon, je m'étais juste dit, on peut parler un peu des réals. Ouais, fait que là, on ferme la parenthèse, Klaus. On parle plus de ça cast, du tout. On parle de langue, d'idéolangaison. Mais tu sais... Ce que j'ai fait, c'est juste essayer d'exposer, parce que c'est bien difficile d'exposer une langue construite, puis
Puis par où tu commences? Genre, je-tu t'envoyer comme... Hey Julien, regarde ce paragraphe qui explique comment ce système fonctionne avec les noms propres. Non, c'est ça. C'est plate. Fait que ce que tu m'as envoyé, c'est anatomie d'une phrase. Ouais, j'ai regardé 2 mots qui... Fait que dans le fond, je vais avoir un second roman à apparaître prochainement cet automne, mon 2e livre. Et puis, il y a de l'Irial qui... Fait que c'est une phrase qui apparaît, je sais pas, page 30, là, un moment donné au début du roman. Cool, on a cette phrase en Irial qui fait juste apparaître straight comme ça. Faufile-toi. Ouais. C'est comme un ordre, genre, faufile-toi. Il faut que tu te faufiles. Fait que c'est une petite phrase, faufile-toi. Puis en Irial, ça se dit faux. Étrangement, il y a faux aussi, mais c'est juste un son. Faux, joigner. Et là, cette phrase-là, je t'ai envoyé un petit... Puis on peut le mettre à l'écran pour les gens qui veulent regarder, c'est en vignette. Ouais. Une espèce d'explicatif au mieux de mes capacités de... Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Qu'est-ce qu'on est en train d'entendre? C'est quoi cette phrase? Je vais être 100% honnête, le meilleur de tes capacités, C'est pas ça dépasse suffisant. le mien. Parce que si je suis pas accompagné, je comprends rien. Fait que regardons le truc. Premièrement, ce qui se passe en haut, à droite, on voit en dessous de anatomie d'une phrase, la phrase elle-même, avec l'alphabet. Écrite en irial. Et écrite en Iwanzak, oui, qui est excusez. l'alphabet. Puis oui, c'est en irial. Fait que ça serait complètement illisible, on part de 0. Mais si je t'amène dans le haut, en En haut à gauche. En haut, en haut à gauche. On trouve l'origine du mot. Bon, fait qu'il y a une langue qui n'existe plus, qui s'appelle le Khelperonk. Peu importe, je vais pas les nommer. Le KXE, c'est une langue morte qui avait un obligatif. Donc, une espèce de mot comme must. OK. OK? Ce mot-là, c'était pfo. En contact avec une autre langue, c'était la langue des éléphants et qui a mené à l'Irial plus tard. Ouais. Mais en contact avec la langue des tortues, il y a d'autres développements qui se sont passés. Puis dans l'histoire des langues, les mots évoluent. Le mot pfo est devenu fou en contact avec un mot de la langue des tortues. OK. Puis qui voulait maintenant dire qu'on est dans une phrase obligative au présent. Fait que c'est encore comme must, mais il y a l'idée de temporalité présente. Maintenant. Fait qu'il y a comme une évolution dans le sens de ce mot-là, mais ça reste un auxiliaire modal, un peu comme must en anglais. C'est pas un mot qui est traduisible facilement. Ce mot-là est devenu lexicalisé en irial comme tous les autres mots de ce genre de catégorie-là, avec un système qui est assez rigide, où des petits mots apparaissent qui donnent une modalité à la phrase, comme l'impératif. Okay. Et ça, ici, c'est l'impératif, mais aussi le subjonctif. Fait que tout ce qui est un mode est exprimé par ça. Par le mot faux. Non, le mot faux, c'est impératif. OK. Puis, Il y a c'est d'autres impératif petits mots présent. OK. Puis, t'auras une autre version pour l'impératif futur, pour quelque chose, si tu veux, qui se passe loin dans le futur, mais qui est une obligation. Ça serait fait. Fait que c'est juste une petite voyelle qui vient de changer. Si c'est au passé, genre, il a fallu que ça se passe, mais l'impératif passé existe aussi. Fait qu'il y a comme tout... Est-ce qu'il va toujours avoir la même racine de Ouais, le F est là pour ce que j'appelle le hortatif impératif optatif. Je vais pas rentrer dans le détail. Mais il y en a un autre il y a une autre consonne pour le subjonctif qui est le R. Fait que là, si je dis ro, c'est l'idée que tu fasses ça. Comme que je fasse. Okay, pas le verbe faire, pas spécifiquement, mais que je. Fait que c'est cette idée de subjonctif qui est encapsulée dans le petit mot. Ce mot-là, je l'appelle ma particule modale, puis elle apparaît au début de chaque phrase. Fait que le premier mot de la phrase, faux, veut juste dire on est dans une obligation. Ce qui est quand même drôle parce que ça adonne que si je dis il faut, c'est en français. Ouais. Fait qu'on est vraiment proche du sens français aussi. Est-ce que c'est volontaire? Non, pas du tout. Ça a juste adonné de même. C'est comme puis des fois, j'ai ça. Je dérive des mots, puis ça finit par donner quelque chose qui ressemble à quelque chose en français ou en anglais. Ben bon, ça adonne. Le vrai verbe, lui, le verbe lexical, c'est l'autre mot, qui vient du panchdi, qui est la langue des furets. OK. Fait qu'il y a un mot qui voulait dire un tunnel dans un terrier. Ah, OK. Rwani, c'était un mot en panchdi. Je ne saurais pas comment bien le prononcer. Je ne me rappelle plus des prononciations du panchdi, mais ça l'a évolué en irial. Puis en irial, c'est pratiquement la même chose. Le verbe rwanium,
qui veut dire se faufiler, passer à travers les tunnels de ta tanière de furet. Il y a un point où ma démiurgie, je l'insère dans OK, ça c'est un mot que les furets auraient parce que ça vient de leurs origines puis de la vie tribale. Puis aujourd'hui, dans la vie... Ouais, les aigles n'auraient pas ça un mot pour un tunnel dans un terrier. Non, puis même les furets modernes vivent pas dans des terriers. Je comprends. Mais ça fait partie de leur historique. Fait que v'là 2000 ans, c'était une chose. Il y avait vraiment des terriers gigantesques. Puis aujourd'hui, ben, c'est un peuple extrêmement civilisé et même impérialiste, etc. Ils imposent pas leur terrier à personne. Mais le mot est là. Fait que l'idée de se faufiler, c'est le verbe juanium. Puis là, une fois que tu le conjugues, c'est la finale qui se conjugue. Fait que le E de juanière, le E veut dire est, ça veut dire c'est au-dessus. Puis c'est masculin. Il est là, le toi. Fait que tu le fais. Ouais. Puis le R à la fin, le dernier GH se prononce R, mais c'est le singulier. Fait que c'est pas vous, c'est tu. Fait que roigner, c'est définitivement pas la même chose que roignière. Roignière, c'est au-dessus. Roignienne, ça serait au vous. Ah, OK. Puis la dernière consonne est particulière parce que c'est un phénomène de reduplication. Ça veut dire, GH veut pas dire singulier en réel. Reproduire la consonne qui est 2 syllabes plus tôt, c'est le singulier. Reproduire la dernière consonne prononcée, c'est le pluriel. Roignière, tu reprends la première consonne pour faire ton singulier. Okay. Roignienne, tu reprends la deuxième consonne pour faire ton singulier. Fait qu'il y a un gabarit, un peu comme en arabe ou en hébreu. Il y a des gabarits comme à respecter. Puis cette reduplication-là du gabarit, c'est une inspiration que j'ai eue de les gabarits des langues arabes, puis des langues polynésiennes ou austronésiennes qui ont souvent aussi les reduplications qui arrivent. Ou que le fait de dire quelque chose en double, c'est ton pluriel, ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que, mettons, roignière, là, je veux dire, y a-tu des mots, mettons, qui ont plus des mots qui seraient plus longs, puis là, il faut qu'on respecte, là, je répète 2 syllabes plus tôt, ou c'est toujours le début du mot? Non, c'est toujours 2 syllabes plus tôt. Fait que tu regardes, tu dis, mettons, un verbe qui dure 8 syllabes, là, ça serait super intense. Tu regardes juste la 7e puis la 8e, la dernière consonne. Dans le fond, la dernière syllabe de ta racine, tu regardes l'attaque, puis la coda, c'est-à-dire, tu regardes la consonne qui start la syllabe. Ici, c'est roan. Fait que ro, c'est ton singulier, puis n, c'est ton pluriel que tu rajouterais après ta voyelle personnelle, la voyelle qui représente le tu, le je, le nous. Fait que ouais, c'est ça. C'est un système quand même complexe, puis on pourrait plonger dedans autrement, mais tu sais, on n'a pas le temps, puis aussi, ben, c'est ça. L'idéolangaison au micro, c'est moyen. Non, ben, on fait tout ça. On met fin à notre diffusion choc. Dans notre 75 minutes, mais nous, on poursuit la conversation, puis on swingera ça au Patreon. Cool. OK. Ben, ça se termine comme ça. Oui, on se voit au mois d'octobre, Joël. Au mois prochain. Ouais. Bye bye. Salut. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.